Un épisode poignant de notre histoire nationale, souvent traité dans les marges de nos manuels scolaires. Je veux parler de la guerre de Vendée en général et plus particulièrement d'un certain monsieur de Charette. Il y a un peu plus d'un an, à ce même micro, j'avais convié à s'exprimer un chercheur qui n'est pas souvent invité dans les médias. Reynald Secher a beaucoup fait pour la connaissance des atrocités commises par les armées de la République en Vendée, violences souvent tournées contre les populations civiles, de toutes opinions du reste. Cet historien considère, ça c'est sa responsabilité, que nous sommes bel et bien en présence d'un génocide, selon la définition internationale, un génocide vendéen que la France évidemment n'est pas du tout prête à reconnaître et encore moins à assumer. Récemment, Reynald Secher a été publiquement salué et récompensé pour tous ses travaux courageux. Ce n'est que justice, me semble-t-il. Alors cette émission, j'étais loin de m'y attendre à l'époque, a eu en Vendée même un retentissement considérable. On l'a énormément reproduite, partout diffusée. Elle nous a valu un courrier abondant, en grande partie louangeur à l'égard de notre effort d'objectivité. Et devant ce phénomène, j'ai décidé par la suite de consacrer au sujet une émission de télévision dans le cadre de L'ombre d'un doute sur France 3, émission qui elle aussi a été un succès et a fait couler pas mal d'encre. La grande question qui se pose, au-delà de la reconnaissance des crimes commis, notamment sous les ordres du terrible général révolutionnaire Turreau, c'est celle de la responsabilité du pouvoir exécutif de l'époque, c'est-à-dire le comité de salut public, émanation de la Convention nationale et au premier rang la responsabilité de son chef incontesté, Robespierre. En d'autres termes, Robespierre a-t-il non seulement couvert, mais ordonné, voire planifié l'extermination d'une population? Vous avouerez que la question mérite au moins d'être posée et sérieusement étudiée. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette période et sur ces événements, mais d'une manière plus narrative et si possible un peu plus détachée de l'inévitable polémique. Ce qui m'en a donné l'idée et l'envie, c'est l'apparition sous la forme romanesque d'une sorte de longue confession à la première personne d'une biographie du grand chef vendéen Charette, biographie signée Philippe de Villiers dont on connaît la passion vendéenne. Philippe de Villiers est ici, il nous parlera tout à l'heure de son livre et du personnage qui l'a inspiré. À mon avis, on peut dire que l'un des intérêts de son travail est de n'avoir pas cantonné Charette au conflit vendéen et de s'attarder longuement sur la carrière préalable de celui qui fut et qui sans doute demeura dans l'âme un marin. Auparavant, en compagnie d'un historien de cette période, j'aimerais revenir sur la guerre de Vendée, ses tenants, ses aboutissants, les circonstances de son surgissement dans l'histoire et les raisons qui l'ont fait si gravement, si douloureusement déraper. J'aimerais citer à titre de préambule cette phrase du reste bien connue d'Athanase Charette de la Contrie, qui me semble assez bien résumer l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les Vendéens, qui en 1793 se sont soulevés moins contre la République que contre Paris. Rappelons-le, moins contre une révolution que contre la perte forcée de tous leurs repères. Je cite Charette. « Notre patrie à nous, c'est nos autels au sens religieux, nos villages, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous, mais la patrie pour eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, les traditions, l'ordre. Il est vieux comme le diable, leur monde qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. » Voilà résumé en peu de mots, me semble-t-il, l'état d'esprit rebelle et traditionnel que la Révolution va décider d'éradiquer. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre premier invité sur Europe 1, Alain Gérard, chercheur à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Il travaille depuis une trentaine d'années sur l'histoire de la Vendée, plus particulièrement sur la période révolutionnaire. Bonjour Alain Gérard. Bonjour. Alors avant de nous intéresser aux chefs vendéens en général et en particulier au roi de Vendée, à monsieur Charette de la Contrie, j'aimerais que vous nous rafraîchissiez la mémoire à propos de cette terrible guerre de Vendée. Et avant toute chose, il faut que nous fixions les éléments et tous ces événements dans le temps bien sûr, mais aussi dans l'espace. La Vendée, disons-le, dont il va être question, la Vendée militaire, ne se confond pas du tout avec l'actuel département de la Vendée. Oui, tout à fait. La Vendée naît en 1790 par décision de la Révolution, puisque c'est l'ancienne province du Poitou, de la Bretagne et de l'Anjou. Oui, on est c'est le département. Confluent de tout ça. Et ensuite, la Vendée naît une deuxième fois en 1793 par la révolte de tous les bocages du sud de la Loire, autrement dit les 2/3 nord de la Vendée, du département, le sud de la Loire-Atlantique, le quart
sud-ouest du Maine-et-Loire, les Mauges, et le quart nord-ouest des Deux-Sèvres. C'est-à-dire que ça s'étend à la fois un peu plus au sud et un peu plus à l'est que le département, bien entendu. Oui, voilà. Ça fait toute une poche de révolte, car à l'origine de ce qu'on appelle la guerre de Vendée, il y a bien une révolte, et une révolte paysanne. Oui, c'est ça qui est important. La Vendée ne se rebelle pas contre la Révolution, contrairement à ce qu'ont dit les écrivains contre-révolutionnaires, mais bien contre la dérive terroriste de la Révolution. Au début, c'est une révolte plus sociale et religieuse que vraiment politique. Oui, on se soulève contre des abus qui viennent de Paris, c'est ça l'idée. Voilà, les paysans se sentent floués des biens nationaux qui passent dans la poche des bourgeois. Ils se sentent également blessés dans leurs convictions religieuses parce qu'on crée la constitution civile du clergé qui conduit à une sorte d'église d'État. Et voilà. Et ils ne veulent pas qu'on leur enlève leurs prêtres dans les différentes paroisses. Et dès 1791, la Vendée est déjà en pré-insurrection. C'est de n'avoir pas traité cette révolte dans les cœurs qui va mettre le feu, avec en plus deux éléments. D'une part, l'appel à la levée des 300 000 hommes qui va mener les paysans à dire on doit faire la guerre aux frontières pour une révolution qui ne nous reconnaît pas. Paris réclame de nouvelles troupes. On est en pleine conscription. Il faut lever des troupes pour aller défendre les frontières. Et évidemment, en Vendée, ça représente énormément de monde. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les révolutionnaires qui veulent obtenir le pouvoir, les montagnards, se heurtent aux Girondins qui occupent les postes ministériels. C'est-à-dire les radicaux contre les modérés, en quelque sorte. En quelque sorte, enfin les modérés, si l'on peut dire, oui. Tout est relatif. Puisque tout glisse. Oui, c'est ça. Et ils vont les enferrer sur une guerre civile avec la loi du 19 mars 93, qui est une loi de sang qui condamne toute personne prise avec même les insignes de la rébellion à mort dans les 24 heures. C'est vraiment fixer le terme d'une guerre civile qui va les mener au coup d'État du 2 juin 93. Ce sont des mesures excessives en quelque sorte. Et face à l'excès, on est obligé de se soulever. C'est ce que vous nous dites. Ce sont des mesures pré-terroristes. Voilà, c'est le glissement de la révolution vers la terreur qui condamne les Vendéens en quelque sorte à se lever pour la liberté. Alors, vu de très loin et lorsqu'on ne connaît pas le détail des choses, on pourrait penser que cette guerre de Vendée, qui va aboutir donc dans un premier temps à la constitution d'une armée catholique et royale, cette armée a été constituée par la noblesse qui aurait enrôlé des paysans. En fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt l'inverse en vérité. C'est une révolte populaire qui se cherche des chefs au départ. Voilà, finalement, les deux historiographies officielles, révolutionnaires et contre-révolutionnaires, diront cela. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce sont des paysans qui vont dans les logis quérir non pas des seigneurs, mais des chefs de guerre. Ce sont eux qui ont une instruction militaire. Mais quand même, il y a aussi des roturiers. Et le premier d'entre eux, c'est Catlino, un colporteur, que les autres éliront généralissime. Catlino qu'on va déranger chez lui dans ses activités pour prendre la tête d'une... On raconte qu'il faisait son pain et qu'il se laisse entraîner. Mais comme les nobles, on va les chercher par la peau du cou quelquefois. Oui, ils ne sont pas tous très volontaires au début. Et puis peu à peu, tout ça va se constituer. Comment, sous l'égide de qui? C'est ce que nous voyons dans un instant. Alors, évidemment, il est difficile de parler de cette guerre de Vendée sans parler des extraordinaires atrocités qui s'y sont commises. Lors de cette émission qui a eu lieu ici même, il y a un peu plus d'un an maintenant, nous sommes revenus sur les abus des armées de la République. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur l'autre camp, en quelque sorte, que j'avais laissé de côté à l'époque, c'est-à-dire sur cette armée catholique et royale et sur ses chefs. Alors, vous nous avez parlé de Catlino, qui n'est pas, lui, d'origine aristocratique. Il y en a quelques autres, évidemment. Oui. Il y a en particulier Stofflet, qui est un garde-chasse, mais les autres, forcément, sont de formation militaire, donc des nobles, en général pas de grande noblesse. Ce sont de petits nobles. Vous nous avez cité le nom de Stofflet, il faut qu'on le définisse un peu, parce que c'est un personnage tout à fait extraordinaire et qui va se manifester longtemps. Il a une très grande résistance, comme Stofflet. Charette, il franchira la Loire, mais comme Charette, il en réchappera et ne sera pas comme La Roche-Jacquelin, en quelque sorte une victime offerte. Ce qui piégera les chefs vendéens, c'est finalement
le tropisme chrétien. Ils tenteront d'actualiser le geste chrétien de pardon aux agresseurs. Et on a le pardon de Bonchamp. Dont un geste particulièrement célèbre, c'est le pardon de Bonchamp. Tout à fait. On peut peut-être raconter en quelques mots. Oui, en quelques mots. Il est précédé par de multiples renvois de prisonniers qu'on tondait pour les reconnaître de façon à ne pas leur faire de quartier s'ils revenaient sur reprenait, oui. Voilà, oui. Le pardon de Bonchamp, c'est l'histoire de ces prisonniers que l'armée catholique et royale traîne derrière elle pendant toute la guerre, jusqu'en octobre 93. À ce moment-là, il faut franchir la Loire. Comme on ne peut plus s'encombrer de prisonniers, on a le choix soit de les tuer, soit de les relâcher. Ce qui ne va pas de soi, parce qu'ils peuvent très bien se remettre à combattre contre eux. Et il reviendra à Bonchamp de dire « c'est une atrocité, nous ne pouvons pas le faire » et ces soldats le suivront. Et ce qui est exceptionnel... C'est-à-dire qu'il va se montrer d'une clémence incroyable, et une clémence qui n'est pas payée de retour, c'est le moins qu'on puisse dire. Non et oui, parce que il se trouve qu'à l'intérieur de ces prisonniers, il y a un certain Ododine, le Régulus nantais, qui a été relâché alors qu'il était prisonnier et qui est revenu parce qu'il avait échoué dans sa négociation avec les révolutionnaires nantais. Il est revenu se constituer prisonnier, et là, une fois relâché de nouveau, il va s'employer à, disons, arracher la veuve de Bonchamp des geôles nantaises où elle est prisonnière. C'est en quelque sorte le retour extraordinaire du pardon à celui qui a pardonné. Ce ne sont pas les Vendéens qui se réclameront de ce pardon au début, ce sont certains républicains, des justes, qui vont, eux, le soutenir. Mais très peu nombreux, disons-le. Oui, bien sûr, c'est pas l'époque. Avant de parler de Charette, un mot de La Roche-Jacquelin, figure archangélique du mouvement. Oui, La Roche-Jacquelin, qui était militaire à 12 ans, hein. On était très jeunes à cette époque, et qui est généralissime à 21 ans. C'est vraiment l'emblème du soulèvement. Il est la figure emblématique, en quelque sorte. Tout à fait. Il a l'âge de ses soldats. On connaît le serment qu'il va faire à On connaît surtout sa formule. Si je recule, tuez-moi. Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. C'est dans cet ordre-là. Si je recule, tuez-moi. Il s'offre en victime. Et il dit à ses gars, maintenant, j'exige tout de vous. C'est un pacte de fidélité qui se crée dans les deux sens. Il y a chez La Roche-Jacquelin une noblesse, mais également chez ses paysans. Et puis bien sûr, alors, Monsieur de Charette, alors là c'est un personnage. Est-ce qu'on peut dire qu'il est, s'il poursuivre l'appréciation de Bonaparte, qu'il est le grand homme de cette affaire? Oui et non. Charette passe pour un mou, pour au départ. Voilà, au départ. Oui. Il n'avait apparemment pas d'avenir. C'est un marin, d'autre part. Et il lui est choix de commander une région extrêmement partagée entre révolutionnaires, partisans de la Révolution et partisans de l'insurrection. Et il a beaucoup de mal à se faire obéir dans toute cette période de la guerre, c'est-à-dire de 93, mettons, jusqu'en octobre. Ça n'est qu'après que devant l'extermination délibérée et gratuite, ce n'est plus 93, c'est 94, le premier trimestre, entreprise par les colonnes infernales de Turreau, que la population qui était exsangue, qui n'en pouvait plus, l'armée catholique et royale était détruite totalement. C'est à ce moment-là que Charette finalement se révèle et invente la guérilla, c'est-à-dire la lutte du faible au fort. Charette, on ne sait jamais où il est, on ne sait jamais combien il est, et il vous tombe dessus, disent les républicains, sans savoir ni quand, ni où, ni comment. Et on ne sait pas d'où il frappe, mais il frappe fort. Il revenait peut-être à un marin d'inventer une guerre qui n'existait pas. Et c'est là qu'il prend toute sa dimension. C'est là qu'il prend toute sa dimension dans l'adversité. Alors dans un instant, le récit du jour justement va s'intéresser à Charette et à ce qu'on a appelé la cour de Léger.